parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous avons créé le show qui parle de vous, les grandes gueules, et l'aventure dure maintenant, vous le savez, depuis 13 ans. Merci à tous de votre fidélité au programme de Radio Espace Guinée et d'Espace TV. Nous nous faisons le plaisir de décrypter l'actualité pour vous aider à mieux la comprendre. Aujourd'hui, nous parlerons de beaucoup d'autres sujets d'actualité, bien entendu. Vous le savez, l'émission est interactive. Vous pouvez nous écrire au 657 39 13 13. Vous allez d'ailleurs le voir. Le message défile juste en bas de votre écran. Si vous êtes à l'international, il vous suffira d'ajouter le 00224 qui est l'indicatif de la Guinée. Vous pouvez également réagir sur Twitter au hashtag espace GG. Merci à tous de nous regarder à la télévision. En Guinée, la jeunesse est souvent désœuvrée. Le programme des Nations Unies pour le développement estime que 80% de la population active du pays est au chômage. En 2019, la Banque mondiale évaluait ce taux à 3,6%. De nombreux étudiants diplômés se retrouvent souvent dans des activités qui n'ont rien à voir avec la formation reçue à l'université. Ils se reconvertissent selon l'opportunité qui s'offre à eux. Ils sont des dizaines à Madina ou dans d'autres centres d'affaires. Comment se passe la reconversion? On en parle ce matin avec Elhaj Ibrahim Abba, géologue devenu gestionnaire de stock. D'autres sujets, bien évidemment, viendront compléter ce premier sujet qui a été évoqué. Merci à Fraternité FM qui relaie cette émission du côté de Mamou, Bambou FM si vous nous écoutez du côté de Farana. Merci à tous de nous rejoindre sur Espace TV. Avec vous, Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Moussa Yero, bonjour à tous. Bien. Caps, bonjour. Bonjour Madame Yero, bonjour à tous. Mafoulia Bangoura. Bonjour Yero. Ça va? Ça va et toi? Bien. Alors, lui, il est assis bien adossé, confortablement. Alphonse Mara. Bonjour Diadia, bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va maintenant, j'étais un peu malade, mais maintenant ça sent pas la grande forme. Oui, ça va mieux. Mais il faut profiter de le dire, j'ai été très bien traité par le service de la médecine du travail, juste ça. À côté du pont de la carrière. Il faut les remercier. Merci pour la promo. C'est un peu de chair. Alors, en médias, on va parler des médias Awards Guinée. Les nominés sont désormais connus. Monsieur le grand commissaire. Le commissaire général. On a rendu public hier les résultats et c'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des acteurs de la presse. Et bien, je me dis que les choses sérieuses commencent désormais parce que le vote débute aujourd'hui. Ça a même commencé selon ce que je constate. On avait annoncé hier pour midi et apparemment les choses ont vite commencé et depuis je crois 0 heure. Et les adresses, on les a indiquées au cours de la conférence de presse. Et depuis le départ, si vous l'avez constaté, on a fait en sorte de créer de la transparence dans tout ce que nous faisons. On s'est attaché les services de Stade Vue International. C'était justement pour éviter qu'on dise que ce sont les membres de l'organisation qui, à eux tous, seuls ont choisi les personnes devant être nominées dans cette catégorie. Alors, Stade Vue, vous avez vu... À travers un sondage. Un sondage qu'ils ont effectué hier, ils l'ont expliqué en détail lors de la conférence de presse, parce qu'on a voulu faire cela pour que toutes les questions liées au processus d'inscription, au choix des nominés soient expliquées. Et donc hier, Ali Oubari de Stade Vue a bien expliqué le procédé par lequel il est passé pour retenir les noms des candidats dans cette catégorie, parce qu'à ce niveau, il y a eu plus de 10 personnes pour qui les gens ont voté, mais on a retenu les 5 premiers, comme indiqué dès le départ, parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà de ces 5 premiers-là. Donc ce sont les 5 premiers qui ont été retenus, et c'est sur la base de ceci, des résultats obtenus, que les votes se feront. Et à ce niveau, c'est que les compteurs sont remis à zéro, le vote débute sur Internet, et le jury aura une lourde charge, ce sera de départager les différents candidats. Parce qu'à ce niveau, il y a 2 types de votes. Le vote en ligne qui va se faire, il y a des quotas attribués au vote du public, au niveau de chaque catégorie. Au niveau de la catégorie, par exemple, de l'audiovisuel et de la presse en ligne, à ce niveau, le quota attribué au public est de 30%. Celui attribué au jury est de 70%. Donc lorsque le public vote, il faut attendre la délibération du jury pour savoir si on est lauréat ou pas. Donc on peut venir en tête à l'issue des votes du public,
et que le jury, lorsqu'il va se prononcer, que vous ne soyez pas forcément vainqueur à l'issue de la délibération. Et donc, au niveau de l'homme de médias de l'année à ce niveau, on s'est dit que le vote du public, c'était à 40%, le jury 40% et les rédactions 20%. Une fiche va circuler dans toutes les rédactions. Tous les médias vont voter pour l'homme de médias qui, pour eux, a marqué l'année. Et ce sera pour 20%. Le public, c'est 40%. Le jury, 40%. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de procéder pour que ce soit un vote participatif, pour que chacun puisse trouver son compte dans ce que nous faisons. Et on a fait en sorte qu'il y ait une transparence. On s'est promené, on a fait des fiches qu'on a fait promener dans la plupart des médias pour que les gens puissent s'inscrire. Ceux qui n'ont pas pu le faire, on a tenu compte de ceux qui se sont inscrits, qui ont envoyé des supports à partir desquels il y a eu ce travail qui a été effectué. Donc, c'est un travail acharné qu'on a fait et on s'est dit qu'il faut le mettre sur la place publique pour que chacun ait son mot à dire. Et le vote commence aujourd'hui 5 pour prendre fin le 20 mars prochain parce qu'à l'issue des votes, le jury va se retrouver pour se prononcer le 27 mars. Et à ce niveau, on a vu que les autorités ont pris des mesures par rapport au regroupement et tout cela. On va se conformer aux mesures. Au cas où il n'y a pas de possibilité de faire une cérémonie, on trouvera un moyen pour que les résultats soient connus et éventuellement on fera une communication médiatique pour annoncer ce qui va se faire. Très bien. Parlant justement de ces mesures-là, le chef de l'État en a pris de nouvelles hier à CAPS. Vous avez suivi l'actualité. Oui, effectivement, aujourd'hui, le chef de l'État, dû à la flambée à nouveau, à l'explosion, si on peut l'appeler comme ça, des nouveaux cas de Covid, que ce soit sur le Grand Conakry, mais aussi dans la ville de Zérékouré. Alors, le président est venu justement à restreindre un certain nombre de mesures, si vous voulez, à durcir quelque part certaines mesures, à savoir l'annulation désormais des cérémonies funèbres, les mariages, les baptêmes, etc., les concerts, mais au-delà de ça, même la fermeture désormais des boîtes de nuit, etc. Et donc cela vient quelque part durcir un petit peu les mesures, encore une fois, qui s'expliquent par le fait qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 516 cas de Covid-19 en Guinée et on a 17 autres cas d'Ebola. Et donc il faut pas occulter le fait qu'aujourd'hui, nous avons deux pandémies quelque part qu'on est en train de gérer et mieux vaut aujourd'hui restreindre ou prendre ces mesures, durcir les mesures que de connaître quelque part le pire qui est cette explosion après que la population dira le chef de l'État avait l'opportunité et l'occasion de prendre ces mesures qui n'ont pas été prises. Cependant, il est important de signaler un fait. C'est le fait de durcir ou de prendre à nouveau ces mesures-là doit interpeller encore une fois le Premier ministre quelque part pour qu'il revienne pour nous faire une sorte de proposition de plan riposte par rapport à ces mesures-là pour accompagner encore une fois ces boîtes de nuit qui désormais, ces agences de spectacle qui désormais n'auront pas cette possibilité-là de pouvoir exercer. Et d'ici là, qu'est-ce qui sera proposé pour pouvoir aider ces gens à pouvoir tout simplement s'en sortir. Mais au-delà de ça, je voulais apporter cette précision par rapport au cas Ebola, parce qu'il ne faut pas occulter le fait que les vaccins sont arrivés et que la distribution ou la vaccination des patients testés déjà et au-delà de ça, des cas contacts qui ont été identifiés sont en train d'être faits. Mais on parle de 20 000 doses de vaccins, c'est qu'il faut retenir. La question, c'est vers l'ANSS de savoir. L'ANSS vise 2 mois pour mettre fin à l'épidémie Ebola. Cependant, ils ont 20 000 vaccins, c'est qu'il faut se dire, et les cas contacts, on sait que ça va très vite, quoi qu'ils ont mis une ceinture, ils ont identifié, ils ont encerclé un petit peu ces personnes-là pour pouvoir les surveiller et les vacciner. Mais après, il faut se dire, au cas où les 20 000 vaccins ne suffisaient pas, quelles sont les mesures qu'ils prendraient justement pour ne pas que la même chose arrive. Et au-delà de ça, la chose la plus importante même dans les actions qui sont en train d'être menées par rapport à Ebola, c'est de ressortir qu'il faut beaucoup plus opter vis-à-vis par rapport à la sensibilisation afin que les populations sortent de cette réticence-là, afin que même après qu'ils aient pu réussir à maîtriser ces cas Ebola dans la zone, pour ne plus que la même chose revienne, parce qu'à chaque fois, ça ressurgit vers la forêt. Et pour terminer rapidement, Madame Yoro, ce que j'ai envie de signaler, il faut aussi qu'on sache, j'ai comme l'impression que Ebola, c'est vrai, Ebola est plus dangereux que la Covid par rapport à toutes les communications qui ont été faites par l'OMS. Cependant, il est important de préciser que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus d'actions qui sont plus menées et que tout le monde est arrivé beaucoup plus vers Ebola que la Covid. Donc j'ai tendance à croire que Ebola, on met beaucoup plus de valeur et on a tendance à oublier un petit peu la Covid. Ces derniers temps, je pense que ce n'est pas le cas. Les mesures qui sont prises, c'est par rapport à la gestion des deux oui, effectivement. Mais quand vous voyez, par exemple, quand vous voyez la zone
vous voyez toutes les délégations qui viennent. Quand vous voyez par exemple les représentations de l'OMS, de vous l'avez l'ONU, dit, c'est lié à la gravité de la maladie. Vous connaissez Ebola quand même, qui tue rapidement. Bien entendu, mais cependant, ces gens, quelque part, ils avaient mis cette maladie à les cas contacts, les contaminations, les communications qu'ils étaient tenus, les informations qu'ils recevaient, les amenaient à mettre la maladie à un niveau, ce qui fait qu'ils sont tous partis pendant qu'ils n'avaient pas tous, par exemple, à pouvoir se déplacer sur les lieux, parce qu'encore une fois, il ne faut pas occulter que Conakry reste encore. Vraiment, je ne sais pas si c'est la mobilisation, l'intérêt porté à la lutte contre. Non, c'est l'intérêt porté à la lutte. Mais il y a de quoi, parce qu'effectivement, quand on se rappelle de ce qu'on a vécu en 2014 avec Ebola, les partenaires ne vont pas continuer à rester ici. C'est à nous de prendre ce qu'on a demandé. On est à 17 cas Ebola et on a 516 cas Covid quand même. La différence est énorme. C'est bien beau ce matin de minimiser. Non, je ne suis pas en train de minimiser dans la mesure où Ebola, la première fois que Ebola vient, on connaît déjà Ebola, on s'y habitue à Ebola. On a les vaccins. Quand je dis qu'on s'habitue, c'est pas la première fois que l'ANSS soit face à de telles mesures. L'ANSS connaît déjà c'est quoi la maladie. On a déjà combattu la maladie. Je pense qu'aux premières heures de cette résurgence, ce qu'on a demandé, c'est justement cette mobilisation. Qu'on sache que ce qui est en train de nous menacer, là, si on ne fait rien, on risque de se retrouver avec des milliers de morts. Et si le message est passé et qu'aujourd'hui, il y a une forte mobilisation, on ne doit pas évaluer ça en fonction du nombre de cas ou de cas suspects. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'effectivement, qu'il y ait un grand sérieux et qu'on boucle même l'étape d'Ebola qu'on a à faire maintenant avec la Covid, qu'on ne gère pas tout seul. Parce qu'effectivement, la Covid, ça, c'est une pandémie. Ebola, c'est une épidémie. Donc, je ne vois vraiment pas de problème à ce que CAPS est en train de dire. Moi, je salue cette mobilisation parce que c'est une grosse peur. Rappelez-vous, lorsque Ebola est venu en Guinée et dans les deux autres pays limitrophes, ça fait quand même rappelez-vous du nombre de morts. Rappelez-vous de l'isolation qu'on a subi, la discrimination. Le Guinéen, même si tu te retrouves, je ne sais pas, au Japon, Vietnam, dès que tu dis Guinéen, même à l'aéroport, tu es d'abord isolé. Où que tu vives avant ton voyage, on s'en fout. C'est le nom seulement Guinéen qui fait Guinée, Ebola. Je pense qu'on a trop souffert pour banaliser encore cette lutte. Et c'est une maladie très dangereuse. Très dangereuse, ça tu l'as dit. Donc aujourd'hui, qu'on mette les bouchées doubles, il y a un nombre de vaccins. Ils ont évidemment et effectivement commencé la vaccination du côté de Gouéké. Il y a eu cerclage, ils ont identifié les personnes. C'est vrai qu'il peut y avoir des cas contacts, ça peut, parce qu'effectivement ça va vite Ebola. Maintenant, le plus important, c'est de savoir qu'il y a ce travail qui est fait. Et effectivement, si on voit Dr Sakoba donner une date, c'est qu'il est sûr de quelque chose. Et tant mieux, c'est tout ce que nous demandons en même temps. Et cette vaccination n'a qu'à se poursuivre. On garde espoir qu'ils pourront parvenir au bout. Maintenant, pour revenir sur les mesures par rapport à peut-être Covid et en même temps qui concernent Ebola, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup de Guinéens, ça paraît banal. Mais quand même, les mariages, les baptêmes et autres, ce sont des lieux dans lesquels on se retrouve facilement et souvent en ignorant les gestes barrières. On se retrouve, ce sont des accolades sans protection et autres. Moi, je comprends ces décisions parce qu'encore une fois, moi je le répète, ce que je vois, c'est les risques que nous encourons. Quand on a affaire aux pays comme la Guinée, où on ne dispose pas forcément de... Déjà, les pays dits développés ont des difficultés à avoir même, ne serait-ce que l'équipement ou bien le personnel pour faire face à un grand nombre de cas. Et quand il s'agit de la Guinée, je me dis qu'il faut mieux prévenir que guérir. Et si on est dans ça, avec ces décisions liées au durcissement de certaines mesures, j'approuve parfaitement. Mais ce que je demande aussi, c'est d'observer. Parce qu'après, dans un pays aussi pauvre que la Guinée, il n'est pas souhaitable que les autorités prennent des décisions et puis déposent ces décisions dans les tiroirs et puis on oublie. Non. Je pense qu'il y a une observation à faire sur l'évolution. Est-ce que c'est en train de diminuer par rapport... C'est-à-dire, après avoir pris toutes ces mesures, est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce que par endroit, on peut libérer certaines choses? Parce qu'on sait ces décisions-là, aujourd'hui à 23h, mais tout est fermé.
Il y a des Guinéens qui vivent de leur activité à partir de 22h. Les clubs, les femmes qui vendent devant les clubs. En dehors, il y a plusieurs autres qui fonctionnent la nuit. Beaucoup d'activités qui sont prévues la nuit. Et lorsque on met le couvre-feu de 23h à 4h du matin, évidemment, ça va affecter les Guinéens. Donc, il ne s'agit pas de prendre les mesures. On prend les mesures parce qu'il y a nécessité. Mais lorsqu'on les prend, il est important aussi d'observer pour voir à quel moment on peut libérer quelle partie et comment pour que les Guinéens en même temps puissent reprendre. Parce que à un moment, il ne faudra pas s'étonner, parce que je pense que c'est ce qui est arrivé la première fois. On n'a rien fait, c'est graduellement que les gens eux-mêmes se sont libérés. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Je pense que dans les pays développés en Europe et autres, on voit quand même qu'il y a cette observation qui n'existe pas malheureusement chez nous, mais je pense qu'il est temps de le faire. Il ne s'agit pas de prendre des décisions et de laisser les gens dans cette situation, mais d'observer quand il y a des améliorations, de libérer, qu'on lâche un peu du lest pour que les gens puissent reprendre leurs activités, parce qu'encore une fois, on est dans un pays qui peine à s'en sortir et les gens ont besoin de travailler pour nourrir leur famille. Ils vivent du travail au quotidien. Allez-y. Moi, j'ai été l'un des premiers à appeler le gouvernement à reprendre les mesures. Ce jour-là, on m'avait dit que c'était trop tôt. Je me suis félicité quand ils ont pris les mesures, mais je suis resté sur mes fins. Parce que les mesures qu'ils ont prises, c'est comme si ils nous avaient séparés. En fait, la responsabilité qui devait revenir aux citoyens. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les dernières mesures qui sont prises concernent le Grand Conakry. Le Grand Conakry et Zérekoré, oui. Moi, je dis que les mesures qu'ils ont prises, c'est les mesures qui nous concernent, nous. La question que j'ai envie de poser. Quand tu dis nous, tu veux nous, les citoyens. Nous, les citoyens, les mesures qui nous concernent, c'est les mesures-là qu'ils ont remis. Ces mesures qui concernent le gouvernement, j'attends encore de savoir quand ils vont les prendre. Un plan de riposte. Madame Yaro, aujourd'hui, on interdit les baptêmes, les cérémonies funèbres, les mariages et tout. Mais on n'interdit pas aux Guinéens d'être 4 ou 5 entassés dans un taxi. La dernière fois, j'ai demandé au gouvernement ici de réduire le prix du carburant afin de réduire le nombre de personnes dans les taxis. Rien n'est encore fait dans ce sens-là. De l'autre côté, c'est quoi? La surprise, c'est qu'on interdise carrément ces cérémonies qu'on ne peut culturellement pas stopper. C'est bientôt le Ramadan. C'est la période quand même où culturellement les gens se marient. Donc, si vous devez interdire les mariages, les gens peuvent se marier, mais en ne rassemblant pas beaucoup. Non, attention, interdiction et réduction de nombre, c'est différent. La première fois, c'était une réduction de nombre à une certaine catégorie, 50 ou moins. Mais les mariages se passaient à huis clos. Les familles, pas d'invités, juste entre les deux familles. Mais cette fois-ci, les mariages, les cérémonies peuvent se passer à huis clos. Non, attention, vous n'avez pas bien lu le communiqué dans ce cas. On ne peut pas interdire aux gens de se marier. Maintenant, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis, Madame Yaro. Cette précision, elle est importante. Cette précision qu'ils ont voulu apporter, c'est de ressortir tout simplement. Quand on avait réduit le nombre à 50, les gens ne respectaient pas. Donc cette fois-ci, on dit interdit. Donc attention. Non, ce n'est pas une question de raison. Les décisions. Quand un enfant naît sous ton toit, tu vas faire le baptême une semaine après. Je ne dis pas que tu vas mobiliser du monde. Madame Yaro, c'est ce que je suis en train de dire. Chaque décision, il y a les termes appropriés. Limitation de nombre de participants à des cérémonies funèbres, mariages et baptêmes. Je suis d'accord, mais interdiction, ce n'est pas possible. Non, il faut le préciser. Vous l'avez compris, mais et nous autres, nous qui ne parlons pas le même niveau de français que vous, moi je ne l'ai pas compris. Moi je suis resté étonné. Non, écoutez, moi je suis resté étonné en me disant, mais attends, comment on va interdire le mariage d'une personne qui a déjà fini de déposer les colas et qui a prévu de se marier avant le Ramadan? Comment on va interdire un baptême d'un enfant qui est né et dont les parents attendent d'annoncer le nom? Même les cérémonies funèbres. Donc aujourd'hui, il faut que le communiqué. Non, Madame Yaro, n'essayez pas d'expliquer pour eux. Ils sont suffisamment instruits pour pouvoir dire aux gens les mesures qui doivent être prises. Je suis d'accord. Vous avez compris, mais il faut qu'ils permettent aux autres de comprendre. Dites aux gens, la limitation de personnes à des cérémonies, baptêmes, funèbres et autres, c'est 50 personnes, pas plus. Les gens comprennent. Ça a été appliqué pour la première fois. Quand ça a été pris, les gens l'ont appliqué. C'est quand il y a eu relâchement de mesures que les gens ont abandonné la mesure. Mais c'est important de préciser. Et l'autre facteur, c'est quoi? Je reviens sur cette affaire de carburant. Aujourd'hui, le transport commun en Guinée, c'est un foutoir. On interdit les baptêmes, mais les gens sont 12 ou 25 dans un Magbana. Quand on avait réduit le nombre de Magbana à 13, le Guinéen avait payé les frais parce que le transport a augmenté. Mais cette fois-ci, ce n'est pas aux Guinéens de payer les frais. Il faut que l'État pense à réduire le prix du carburant pour que le transport reste maintenu
et qu'on réduise le nombre de personnes dans les taxis, dans les transports publics. Et le dernier point de mon intervention, c'est par rapport au couvre-feu nocturne quand même. La question, mon interrogation reste et demeure. C'est pas parce que je suis noctambule, non. Mais la question que je me pose, c'est ce jeune Guinéen que j'ai rencontré la dernière fois, qui travaille dans la nuit à Kaloum et qui quitte chez lui vers 21h. Il est arrivé à 23h à la rentrée de Kaloum, il n'a pas pu accéder à son lieu de travail. Il a eu des problèmes au travail parce qu'il est venu à 23h. 23h l'a trouvé à Kaloum, il devait prendre service à 23h30. Non, mais ça, c'est une excuse. Non, écoutez. Caps, on sort plus tôt, c'est quand on a les moyens de sortir plus tôt. Écoutez-moi. Il y a des gens qui ont 2 boulots à Conakry. Écoutez-moi. Antoine, il y a des gens qui ont 2 boulots à Conakry qui vont faire le gardiennage la journée. Écoute-moi, Antoine. C'est bon de critiquer, mais il faut parfois être mesuré. Antoine, ce n'est pas possible. À ce niveau, on doit se conformer. Antoine, on ne peut pas se conformer. Vous avez... Non, écoutez. C'est à l'État de comprendre la peine des Guinéens. Non, Antoine, il y en a qui ont 2 boulots. Vous avez un boulot qui vous suffit. Il y en a qui galèrent la journée à faire un boulot et le soir ils ont un autre boulot pour pouvoir joindre les 2 boulots. C'est Guinéen là dit. Je ne parle pas des propriétaires de boîtes de nuit. On peut fermer les boîtes de nuit. On peut fermer les clubs. On peut fermer quoi et quoi. Mais les autres, il y en a qui travaillent la nuit. Permettez-leur de circuler, de se rendre à leur lieu de travail. Mais ça ne se doit pas. On n'a pas les mêmes réalités que ceux des autres du monde. Ce n'est pas possible. Ok, Alphonse, merci. On t'a compris, Alphonse. Ce qu'il faut dire à Alphonse, c'est qu'on ne prend pas les mesures au gré des humeurs des citoyens. C'est au regard d'un contexte particulier qu'on prend les mesures. Je suis de ceux-là qui, au départ, étaient contre le fait qu'on fasse du 2 poids 2 mesures. Qu'on prenne une mesure contre ceux qui font les spectacles et qu'on n'en fasse pas autant pour d'autres entités qui tout de même regorgent de monde. On a cité les écoles qui jusque-là attendent de savoir c'est quoi leur sort, parce que dans les universités, on l'a dit, ce sont des boîtes de sardines qui s'y trouvent. Mais ce qui me fait rire, et ce pourquoi je m'étonne, c'est quand on dit interdiction de mariage, de baptême, et mais surtout de cérémonie funèbre. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on choisit de mourir, Madame Hierro? Et quand on meurt, est-ce qu'on peut interdire à une famille d'organiser des obsèques pour le défunt? Ne serait-ce que pour une entité de personnes, ne serait-ce que pour toute la famille. On fait quoi du corps dans ce cas-là? Le terme interdiction à ce niveau, le terme interdiction n'a pas sa place. On aurait pu dire les mobilisations, on sursoit à cela. Mais interdire les cérémonies funèbres vient à dire de ne plus mourir. Ça veut dire que quand tu dois mourir, mais attendez, quand tu dois mourir, attends que les mesures d'urgence finissent pour mourir. Donc, en fait, je ne sais pas ceux qui écrivent nos textes, ceux qui parfois prennent des mesures, quand ils les prennent, je me demande à quoi ils pensent lorsqu'ils écrivent les mots. Parce que chaque mot a son sens. Quand vous dites interdiction, on aurait pu dire pour les baptêmes. Les gens savent. Madame, c'est exagéré. À ce niveau, on ne peut pas justifier cela. On ne peut pas interdire à une famille d'honorer son mort. C'est pas possible. De l'autre côté, ça je l'ai appris hier, Fatou Siké, la directrice de l'hôpital Donka qui célébrait le mariage de sa fille, il y a eu dispersion. La police est venue se mêler de la fête pour disperser le monde qui était là, ce qui n'est pas un exemple pour une dame qui tout de même est leader dans ce pays, est directrice de l'hôpital Donka, qui accepte que l'on célèbre le mariage de sa fille en ne respectant pas les mesures édictées par les autorités. Et donc je me dis que si ça a été fait pour Fatou Siké, ce n'est pas Mamadou Silla qui est je ne sais où, à qui on va autoriser de célébrer son mariage ou même son baptême. Donc à ce niveau, je peux être d'accord pour les baptêmes et mariages. Ça se prépare à ce niveau. Il y a tout un dispositif à prendre pour se marier. Mais les décès, ça j'insiste là-dessus, il faut revoir le mot interdiction. Pour le cas des décès, les 2 premiers, on peut dire interdit. Là, on peut reporter. Non. Pourquoi est-ce que je le dis? Non, on peut reporter un mariage. Un mariage est reportable. Oui, mais pas un baptême. Un baptême aussi reportable. Non, on peut reporter un baptême. Mais un décès, mais une cérémonie funèbre, on ne peut pas reporter la mort de quelqu'un, ni même
l'hommage qu'on lui... Est-ce qu'on peut me retenir? On peut m'empêcher de pleurer, maman. C'est-à-dire, j'ai un mort, on me dit de ne pas pleurer, maman, de ne pas appeler... Non, ça c'est le conseil du conseil scientifique. On me dit n'appelle pas ta famille pour leur dire que tu as un mort, pour qu'ils viennent te soutenir dans tes pleurs. C'est ce qu'on veut dire. On dit interdiction de cérémonie funèbre. On aurait pu employer le terme autrement. À ce niveau-là, je me dis, ça veut dire que quand vous avez un mort, il ne faut pas organiser d'événements, quelle que soit l'ampleur, pour l'honorer. Vous le prenez pour aller l'enterrer simplement. Et là, je pense que la communication, elle est très importante. Et la bonne communication est encore meilleure. Il faut qu'on connaisse le sens des mots, qu'on leur accorde de l'importance. Lorsqu'on parle d'interdiction et de limitation du nombre, il y a une grosse différence. On ne peut pas interdire un mariage. On peut ne pas se marier avec beaucoup d'invités, fanfares et tout, mais on peut se marier avec un nombre très restreint. 4, 5 autour, c'est fini. Témoin, parrain et puis les mariés. C'est fini. On peut se marier. Et encore, quand on prend sur le plan droit, l'État ne peut pas nous interdire de nous marier. Donc, c'est des termes, franchement, qu'il ne faut pas laisser passer. C'est très important. Ça paraît banal, mais venant d'une autorité comme ça, il ne faut surtout pas laisser passer. Et le dernier point sur lequel je veux revenir rapidement, c'est par rapport aux mesures. Je suis d'accord avec toutes ces mesures, mais en même temps, il faudrait que la lutte soit comme aux premières heures. On ne va pas continuer à revenir sur les mêmes mesures de restriction et en même temps oublier, par exemple, les mesures d'accompagnement qu'il y a eu au début. Je pense que s'il faut aujourd'hui repartir avec les partenaires, eh bien faites-le. Parce qu'en ce moment, comme au début, il y a des Guinéens qui ne peuvent plus travailler. Donc, ils ne savent pas comment nourrir leur famille. On en a fini. La gratuité de l'électricité, c'est fini. Pensez à revenir là-dessus parce qu'en même temps, les restrictions sont revenues. Je pense qu'on ne peut pas revenir sur autre chose et laisser ceux qui aidaient les Guinéens. Il faut vraiment revoir, aller vers votre partenaire, voyez comment vous pouvez aider les Guinéens, mais surtout, si on ne fait pas cela, et rassurez-vous, ces mesures ne marcheront pas. Parce qu'encore, comme on le dit, un sac vide ne peut pas tenir debout. Les gens auront besoin de sortir, auront besoin de nourrir leurs enfants parce qu'on ne peut pas rester enfermé dans sa maison, regarder ses enfants qui n'ont rien à manger. C'est compliqué, on ne peut pas le faire. Donc, c'est à l'État. Aujourd'hui, les restrictions, oui, mais en même temps, des mesures pour permettre aux Guinéens de passer ces moments de restriction. C'est juste le mot confinement qui manque à tout cela. Ils veulent confiner, mais ils ne savent pas comment faire. Je crois le mieux, c'est de confiner. Tout ce qui se fait, c'est un confinement. Non, mais c'est progressif. Tacite. On est en train de nous confiner. Et à mon avis, c'est ce qui est en train de se faire. Le fait de fermer les boîtes de nuit, de fermer tout ce qu'il y a comme activité génératrice de revenus, et en plus de cela, interdit de se marier, de faire des baptêmes et d'enterrer les morts, c'est un confinement. C'est une façon pour l'État de restreindre nos libertés. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on veuille lutter contre la maladie. C'est une question de santé publique. Je suis d'accord avec eux. Mais qu'on soit mesuré dans des mesures que nous prenons, qu'on essaie de comprendre un peu le contexte dans lequel nous sommes. On n'a pas le même niveau de vie que certains pays. En Guinée, on vit au jour le jour dans ce pays. Cependant, il faut interpeller la population guinéenne aussi. Si on ne veut pas qu'on durcisse de plus les mesures, il faut respecter les mesures qui sont là. Parce que qu'est-ce qui va amener l'État à demander à ce qu'on durcisse les mesures? C'est si les cas de contamination augmentent. Flamme. Et pour ne pas que ça flamme quelque part, il y a la responsabilité du peuple qui est le fait de s'aligner à ces mesures. Le peuple écoute. À l'heure actuelle, chacun a sa bavette. Chacun porte des bavettes dans la circulation. La mesure, elle est respectée à la lettre. S'il y a une mesure qui est respectée, c'est celle du port de la bavette. Non, mais je viens d'arriver. Je suis arrivé tout à l'heure. J'ai vu dans la circulation. Tu te rends compte que plus de 50% des gens ne mettent pas. Non. Comme ça, t'as emprunté le mauvais axe. Non, t'as emprunté le mauvais axe. Devant quel policier? Devant quel policier? Je suis venu dans la circulation. Devant quel policier? On s'écoute. Dans ce cas, la police n'a qu'à agir, interpeller ces personnes. Moi, j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de dire ce matin dans ce studio, c'est d'interpeller cette population à plus respecter ces mesures édictées pour ne pas qu'on durcisse ces mesures. On est d'accord avec ça. Bien, on reste avec vous, Antoine, en parlant justement de résurgence de la pandémie à coronavirus. Nous l'avons appris hier, des détenus détectés positifs. On parle notamment de Ousmane Gawal Diallo, de Ismaël Condé, de Selou Baldé et d'autres personnes. Maître Béa nous l'a appris hier. Voilà, ce sont pratiquement les conséquences de la détention prolongée de ces leaders politiques et acteurs de la société civile. On le craignait.
on l'a dit très souvent que le fait de ne pas juger au plus vite ces personnes en détention pourrait entraîner des situations qu'on ne souhaite pas. Aujourd'hui, on apprend qu'ils sont testés positifs au coronavirus, ce qui pour moi aurait pu être évité. Et on attend de savoir les mesures prises pour qu'ils puissent suivre un traitement adéquat. Mais je me dis qu'il est temps que l'on sache désormais le sort qui est réservé à ces détenus, qu'on refuse d'appeler détenus politiques. On ne sait plus quel terme employer pour les qualifier. Quand le chef de l'État dit qu'ils ne sont pas détenus politiques, je me dis qu'il est important que l'État, surtout la justice, joue son rôle, qu'on fasse en sorte que ces citoyens qui ont été arrêtés soient enfin jugés, que les Guinéens sachent ce qu'il leur est reproché et qu'on connaisse le verdict de ce procès qui est attendu. Mais on ne peut pas détenir les gens en prison depuis des mois. Leurs familles les réclament. Ils ont des obligations vis-à-vis de certaines situations. Qu'on les maintienne en détention jusqu'à ce qu'ils contactent la maladie. On a l'impression qu'on est en train de poser des actes dans le but que ceci se fasse mal. Il y a eu des morts en prison. Il y a eu des personnes qui ont perdu la vie, qui soient des citoyens ordinaires ou même des militants de partis politiques. On a constaté qu'il y a eu des cas de mort. L'État a rejeté toutes ses responsabilités à travers le ministère de la Justice qui s'est défendu en disant qu'ils sont morts soit de maladie ou parfois de mort naturelle lorsqu'ils sont sortis de prison. Je me dis qu'il est temps que l'on sache qu'est-ce que l'État ou la justice attendent pour trouver une solution finale à cette situation qui perdure, qui pour moi, il faut un dénouement enfin. Ils sont atteints de coronavirus. On ne souhaite pas que le pire arrive, mais pour qu'ils sachent ce que c'est que le coronavirus, il faut penser à tout et choses qu'on ne souhaite pas. Et la question qu'il faut se poser, est-ce que toutes les dispositions sont prises? Parce que nous savons qu'il y a un centre de prise en charge au niveau de la maison centrale. Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour qu'ils reçoivent les soins requis? Il y a intérêt à ce que toutes les dispositions soient prises pour que ces détenus politiques, je ne parle pas des autres détenus, mais particulièrement ces détenus politiques, s'en sortent. Parce qu'il y a l'image et la crédibilité du régime en place qui va avec la maladie de ces gens-là. Ils sont détenus sans procès depuis une longue période. Les appels à libération n'ont pas porté fruit. Ils sont même allés à interdire l'accès aux avocats. Donc aujourd'hui... Je pense qu'un compromis a été trouvé. Oui, un compromis a été trouvé hier avec le ministre de la Justice. Mais il y a tout intérêt, le régime qu'on a créé a tout intérêt à permettre à ce que ces gens-là reçoivent les meilleurs soins. Même s'il faut déplacer les plus gros spécialistes de Donka pour les ramener vers leur centre de traitement, il y a intérêt. Et l'autre côté, moi, ce qui me tente, c'est quoi? C'est que ça se passe dans beaucoup de pays. Il y a une certaine catégorie de la population, c'est pas des privilégiés, mais qui ont une certaine autorité. Quand ils ont un problème, un démêlé judiciaire, on les garde en résidence surveillée. On parvient quand même, c'est une possibilité. On parvient quand même à enfermer ces loups-d'Alain des semaines. Mais je me demande pourquoi on ne pourrait pas mettre 2 ou 3 policiers devant la résidence de Shérif Ba pour l'empêcher de sortir de chez lui. Il reste à domicile. Parce que ces cas de Covid dont on est en train de parler, ils l'ont contracté en prison. Et si on a installé un centre de traitement Covid en prison, c'est qu'il y a eu plusieurs cas avant. Donc c'est parce que ces gens-là sont assez connus, ces gens-là ont une audience, qu'on parle de leur cas. Donc aujourd'hui, il faudrait que notre justice se modernise ou se... En fait, je le dis souvent, mais je ne sais pas s'ils ne comprennent pas. Il faut qu'ils puissent bénéficier qu'ils puissent s'enorgueillir de leur indépendance. Un juge peut peut-être les placer en résidence surveillée. Ils restent chez eux, on déploie 2 ou 3 policiers avec un gendarme chez lui. Il reste à domicile, on l'interdit toute sortie. Ils sont considérés comme des criminels. Non. Aux yeux du président. Mais même des criminels. Aux yeux du président, ils sont des criminels qui ont commis sur qui on a pris des armes, à qui on reproche des cas de mort et tout cela. Je me dis que c'est ce qui se passe. Mais Antoine, imagine ce que ça pourrait faire comme crédibilité au professeur Alpha Condé si un de ces gens-là y passait. Mais on ne le souhaite pas. Il y en a qui sont passés. Maintenant, voici Il y en a qui sont passés. Aujourd'hui, le poids, par exemple, de Shérif Ba, de Ousmane Gawal, ça pourrait peser contre lui. Lui opposant qui a été détenu pendant combien d'années, pour lequel le monde s'est mobilisé. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que ceux qui veulent aider le président sortent de cette logique de détenir forcément tout le monde en prison. De les maintenir en état, en résidence surveillée, il faut les juger. C'est ce qu'il faut. C'est le procès qu'il faut. Il faut accélérer le procès. Au procès,
s'ils sont condamnés, que toute la Guinée sache qu'ils sont condamnés. Et comme ça l'a été pour les autres qui ont été condamnés, qu'on sache ce qu'il est reproché à ces hommes, et ensuite qu'on sache c'est quoi leur sort, c'est quoi le verdict, pour que toute la Guinée soit enfin située. Mais tant que la détention prolongée va continuer, on va continuer à polémiquer, on dira qu'ils sont détenus par rapport à leurs opinions, par rapport à des faits qui ne sont pas normaux, par rapport à des faits qui ne sont pas justifiables, tant que c'est le cas. Surtout que le gouvernement s'est permis quand même de publier un rapport, le rapport conjoint du ministère de la Sécurité et de l'Administration du Territoire, sur lequel il refuse de communiquer. Oui, qui regroupe quand même tout ce qui pourrait être comme élément de preuve du gouvernement contre ces gens. Il devait juste être remis à la justice. Tout est constitué. C'est le bon moment de passer au procès. Ces gens ne devraient pas tomber malades de Covid en prison. Ce n'est pas un bon signe, ce n'est pas une bonne réputation. Le mieux serait de prendre toutes les mesures afin qu'ils en sortent rapidement et qu'on aille à un procès qui va quand même permettre aux Guinéens de comprendre ce qu'ils ont fait particulièrement et pourquoi ils sont maintenus. Alors, Mafoudia, l'inquiétude, aujourd'hui, on parle de ces leaders politiques parce que c'est des leaders politiques qui sont connus. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il y ait une flambée, justement, de cette maladie en prison? Ben oui, ça a été évoqué au début de la crise. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas que les autorités oublient qu'on ne perd pas ses droits en devenant prisonnier. On a nos droits. Et quand on est prisonnier, on garde encore nos droits. Ces prisonniers là-bas, ont des droits. Ils ont le droit à la santé, à recevoir leur avocat, à être à la protection, à tout ce qu'il y a autour. Déjà, je vous rappelle, à un moment donné, il y avait eu des informations comme quoi, en tout cas, les avocats avaient communiqué là-dessus. À un moment, on interdisait à ces prisonniers politiques, par exemple, de faire des activités physiques le matin. Beaucoup, ils sont habitués chez eux le matin, ils se lèvent, ils font quelque part. C'est un boxeur. Exactement. On lui dit, non, ici, on lui dit, ici, tu ne le fais pas. Déjà, il ne le fait pas parce qu'il a envie de le faire à un moment donné, c'est recommandé. C'est pour la santé. Donc, savoir que dans nos prisons aujourd'hui, ce sont des choses sur lesquelles on est en train de marcher, c'est écœurant, mais ça n'étonne pas. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer. C'est encore plus dangereux de savoir qu'on vit ces choses au moment quand même d'un président de la République qui a été prisonnier, qui sait c'est quoi la prison et qui est aujourd'hui censé se battre pour que qui que ça soit. Antoine l'a rappelé, c'est très important parce que la première des choses qu'on puisse faire pour n'importe quel citoyen qui est accusé de quelque chose, c'est de le juger. C'est à la suite de ce jugement qu'on établit si la personne est coupable ou non. Il est coupable. Il purge sa peine. Il n'est pas coupable. Il rejoint sa famille. Mais ça fait des mois on traîne sur ça. Pour quel but? Aujourd'hui, on est même à court de mots pour qualifier ce qui est en train de se passer avec les hommes politiques du pays. C'est inadmissible. Il faut faire très attention quand tu dis que oui, il y a eu cette flambée. On l'a relevé au début de la crise. On n'en parle pas suffisamment et effectivement, peut-être c'est parce que ces hommes politiques ont été touchés. On revient aujourd'hui là-dessus. Mais c'est un autre espace qu'il va falloir, contrôler quand on connaît déjà les conditions de vie au niveau de la maison centrale. Le nombre pléthorique de prisonniers, on sait qu'à la base, le nombre qu'il y a aujourd'hui, c'est pas ce qui était prévu pour la sûreté. Où en est-on avec la construction de cette nouvelle prison, par exemple, qui était prévue à Yorokogia? Je pense que ce sont des projets sur les projets que le ministère de la Justice devrait pouvoir, relancer et finaliser. Parce qu'il ne s'agit pas de coopter les gens, quelles que soient les raisons, mais en même temps, la prison, c'est pas pour certains un lieu d'éducation, pour d'autres, peut-être, c'est pour terminer leur vie. Ouais. Donc, il va falloir réunir il va falloir mettre en place un meilleur cadre pour que qui que ça soit, ces gens-là puissent quand même purger leur peine dans de meilleures conditions, parce que c'est un droit. Maintenant, pour les détenus politiques, certainement, je suis convaincu, ils auront quand même le privilège par rapport à d'autres qu'on ne connaît même pas, qui pourrissent dans les prisons, d'être traités. Mais encore une fois, ce qu'Antoine a dit, c'est le plus important. Il faut déjà les juger, savoir ce qu'ils ont fait. Et que là, justement, c'est là qu'on demande l'indépendance de la justice. On ne cessera jamais de le dire. Et il y a des cas qui nous laissent sur notre faim. Il y a des cas qu'on peut applaudir par un droit. Mais en même temps, on continue à leur dire il faut que cette justice soit indépendante. Parce que c'est l'essentiel. Tant qu'on ne le fera pas, je vous dis, même les interpellations, parce que n'oubliez pas, même les convocations, la procédure de bout en bout, elle est biaisée. Ouais. La justice est indépendante. Attention, Madame Yero, la justice guinéenne est indépendante.
indépendante. Il y a un statut particulier qui a quand même été produit pour ces gens-là. Je vous dis, ils refusent de savourer. Ils refusent de savourer leur indépendance parce qu'ils se sont habitués à cette féodation où ils sont habitués à comment on va dire, à cette inféodation où ils se sont habitués à ce clientélisme où l'ordre doit venir d'un Mansa qui va apporter une enveloppe avec. Donc aujourd'hui, non, écoutez, il y a une indépendance. L'indépendance leur a été donnée, il faut qu'ils savourent leur indépendance. C'est le ministre le ministre quand même, il me surprend, le ministre. Comment il s'appelle? Moi, je l'appelle le ministre Boucantier parce que il est beaucoup dans il fait dans les actions du m'as-tu vu. C'est un ministre qui aime beaucoup s'habiller en gros boubou. Non, mais c'est pas ça, m'as-tu vu. C'est son style vestimentaire. Il est très fort dans cela. C'est lorsqu'il est venu nouvellement, non, c'est important ce que je vais dire. Vous allez comprendre pourquoi. Sa façon de s'habiller n'a rien à voir. Non, c'est important ce que je vais dire. Vas-y. C'est un ministre qui aime beaucoup bien s'habiller. Et après? Mais on attend de lui des résultats. Lorsqu'il est venu, lorsqu'il est venu nouvellement, il a le bâtiment le plus beau, le plus grand des départements ministériels. Ne l'oubliez pas. Non, il a certes trouvé là, mais on lui a créé toutes les conditions dans notre argent pour qu'il puisse bien travailler. Quand vous allez à Kaloum, le plus grand bâtiment après c'est le ministère de la Justice. Ce ministre est venu pour rendre juste, pour faire en sorte que le travail des magistrats se fasse dans les règles de l'art. Mais nous constatons, il a sorti une note circulaire, à un moment donné quand il est venu, d'accélérer le procès de ceux dont la détention est prolongée. Où en est-on avec cette décision qu'il avait prise à l'époque? Je me rappelle que quand il est venu, il a tellement voulu montrer qu'il est venu pour faire différemment, il est venu pour faire autrement, à la différence de son prédécesseur, que pratiquement je me dis que son bilan, quand on le compare à ses prédécesseurs comme Christian Sow ou Maître Cheikh Sako, mais il y a un grand fossé. Cheikh Sako, attendez, Cheikh Sako, je suis de ceux qui l'ont critiqué. Cheikh Sako, je l'ai critiqué parce qu'à un moment donné, on se disait que en tant qu'avocat de, je ne sais, au barreau de Paris, bon, c'est pas à Paris, c'est à Montpellier, on se disait qu'il avait pris des actes positifs. Mais Mori Doumbia, qui est avocat, qui vient, qui connaît la maison, qui sait comment les choses se passent, mais qui au départ nous fait rêver. Mais depuis un certain moment, on ne le comprend plus. Mori Doumbia a changé. Mori Doumbia qui a fait le tour des prisons pour voir dans quelles conditions sont détenus ces prisonniers. Je me suis dit qu'en le faisant ainsi, au moins on a espoir que désormais tout va changer. Mais depuis quelque temps, tout est arrêté. Rien ne se fait. Non, il n'y a pas de volonté, c'est tout. Le ministre Mori Doumbia manque de moyens. Quels moyens? Pour juger quelqu'un, il faut les moyens. Il faut les moyens. Les procès coûtent cher. De quoi tu parles, Alphonse? Arrête ça un peu, arrête d'ironiser. On parle de la vie des gens. Mori Doumbia, à mon avis, peut faire mieux. Au lieu de tout le temps porter les gros boubous et porter les vestes en gilet, c'est bien beau de bien s'habiller, mais c'est aussi bien de faire des résultats. On attend que ça. On veut des résultats. Faites en sorte que nous vous jugions par les actes. Il est quand même plus ou moins ouvert. Et non pas les gros mots. Non, Antoine, c'est que j'ai un semblant d'ouverture. C'est un semblant d'ouverture. Vous ne pouvez pas. Il y a une contradiction dans les façons de faire du ministre. On ne peut pas montrer aux gens qu'on est venu pour les écouter et faire en sorte que leurs problèmes soient résolus et que derrière il y a des problèmes plus graves qui sont basiques et qu'on refuse de les régler. Le ministre, s'il a la volonté, il peut faire en sorte que ces procès-là aient lieu. C'est pas au conditionnel. Je le dis à l'affirmative. Je dis que le ministre, a la volonté. Il peut faire en sorte que ces personnes soient jugées et qu'on sache ce que leur reproche. J'ai envie que le ministre joue son rôle. Il faut qu'il le fasse. À mon avis, Mori Doumbia a sorti de ce carcan de ministre à tout le temps vouloir recevoir les gens pour les écouter. C'est bien de nous écouter, monsieur le ministre, mais agissez, c'est le plus important. Bien, allez-y, Caps. On comprend bien l'envie qu'a Antoine à travers cette émotion qui dégage sa fougue pour que la situation puisse changer. Ça, c'est normal. Cette colère, elle est normale parce qu'on veut que les choses avancent et que ça change. Mais ce qu'il ne faut pas occulter, est-ce que le ministre Mori Doumbia, est-ce qu'il est libre dans ses actions? Il y a le calendrier du ministre, il y a le calendrier du chef de l'État, etc. C'est un fait qu'il ne faut pas occulter. Mais moi, j'ai envie de relever... Mais c'est grave quand la justice te laisse ainsi inféodé. Oui, effectivement, c'est pour dire quelque part, c'est pour leur dire, Alphonse parlait tout à l'heure de cette indépendance de la justice. C'est là où justement on met en doute cette indépendance de la justice. Mais c'est que moi j'ai envie de relever à travers cette communication, c'est qu'il faudrait que le ministère de la Justice sache que dans des situations exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. Et aujourd'hui, Maf le rappelait, nos prisons sont remplies. Et n'oubliez pas qu'au début, quand la Covid venait d'arriver, les autorités internationales demandaient aux autorités guinéennes de chercher à désengorger
nos différentes prisons. Ce qui n'a pas été jusqu'à présent fait, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, nous avons des prisonniers, on sait, on a déjà eu la Covid. La Covid est déjà passé à l'intérieur de ces prisons-là. On a déjà eu des prisonniers qui ont, bien avant cette résurgence-là, cette arrivée, cette explosion à nouveau des cas de Covid, des gens là-bas qui ont eu ce virus, qui ont pris ce virus. Donc ça veut dire que le ministère de la Justice, ça fait bien entendu que dès le moment où on avait parlé de l'explosion à nouveau des cas Covid, qu'il y avait des mesures à prendre. Ce qu'on les reproche toujours, c'est de ne pas être dans ces anticipations-là, c'est de ne pas être aussi dans l'anticipation des actions que d'être dans la réaction. C'est ce qu'on les reproche. Aujourd'hui, le ministre doit comprendre qu'on est dans une situation difficile, donc il y a des mesures exceptionnelles qu'il faut prendre. Et comme mesure, par exemple, il faut accélérer la création de cette autre prison pour amener certaines personnes là-bas. Et au-delà de ça, il faut s'inscrire dans la logique, quelque part, de désengorger nos prisons. Donc, juger ceux qui doivent être jugés et voir la possibilité, encore une fois, comme le chef de l'État l'a fait, gracier s'il y a des personnes à gracier selon les situations qui les ont amenés là, afin qu'encore une fois, on connaisse le désengorgement de ces différentes prisons. Et Antoine, en une minute, cette réquisition qui concerne les médias. C'est une lettre circulaire du ministère de l'Information et de la Communication qui annonce qu'en application des instructions du gouvernement pour le renforcement des mesures sanitaires suite à la recrudescence des cas de Covid-19 et la réapparition du virus Ebola, et sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, les médias audiovisuels publics et privés sont réquisitionnés sur toute l'étendue du territoire national. Cette réquisition couvre la période allant du 8 mars au 8 juin 2021 pour la sensibilisation, l'information des populations sur les mesures de protection contre le Covid-19 et la maladie à virus Ebola. À ce titre, ces médias diffuseront les spots ou tout autre produit homologué qui leur sera transmis par voie appropriée aux heures définies en commun accord avec le ministère de l'Information et de la Communication. Le ministère de l'Information et de la Communication sait compter sur la compréhension et la disponibilité des médias à accompagner le gouvernement dans son programme de lutte pour la santé des populations guinéennes. Bien, merci pour le communiqué. Fait à Conakry le 4 mars 2021. Bien, la sensibilisation. Signé le ministre Amara Somparé. Très bien. Le tout-puissant ministre. La sensibilisation, c'est ce qu'on fait déjà depuis tout le temps avec les populations pour les aider à mieux comprendre. Dans la deuxième partie, bien entendu, nous sommes dans la dynamique de la semaine. Bougeons-nous, nous recevrons ici un jeune étudiant diplômé reconverti. Vous allez le comprendre. Restez avec nous. Toute la semaine, les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui, partis de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur Espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par la morosité. Entre 9h et 11h, suivez un show unique en Guinée. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité.